bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous sommes à quelques jours du début des Jeux olympiques de Paris 2024, un méga événement sportif. Quel est son impact sur la société, sur l'économie, sur l'environnement et quel héritage? Pour en parler, deux professeurs, chercheurs universitaires, spécialistes de la question, Éric Barger. Éric, bonjour. Et oui, Alain bonjour. Mourani. Alain, bonjour. Oui, bonjour Hassan, merci. Deux professeurs universitaires, l'un en France, l'autre au Maroc. Vous avez aussi travaillé sur cette question de l'organisation de grands événements sportifs. Aujourd'hui, on veut tout savoir. Et ma première question, c'est quoi un méga événement sportif? Peut-être Éric, commencez ou Alain? Merci beaucoup Hassan. Bien sûr, donc aujourd'hui, on est à l'approche d'un événement planétaire, d'un méga événement comme vous l'avez qualifié, qui est les JO. En gros, il n'y a pas 36 000 méga événements. Quand on parle de méga événements, le top of mind, c'est les JO, c'est la Coupe du Monde de football de la FIFA, et avec un degré moindre peut-être l'Euro. Donc, il y a un certain nombre de définitions qui ont été élaborées par rapport aux méga événements sportifs. Moi, je préfère toujours de citer celle de Martha Müller, donc, qui avait travaillé sur la Coupe du Monde de l'Allemagne, donc qui a consolidé l'ensemble des définitions dans la littérature par rapport aux méga événements sportifs et qui les définit comme étant des événements ondulatoires d'une durée déterminée qui attirent un grand nombre de visiteurs, ont une grande portée médiatique, sont accompagnés de coûts élevés et ont des grandes répercussions sur l'environnement bâti et la population. Donc, pourquoi je préfère m'arrêter sur cette définition? Parce que c'est une définition, comme j'ai dit déjà, qui est consolidée, qui rassemble un certain nombre de définitions qui ont été élaborées auparavant, mais surtout, c'est une définition qui met en avant ce qu'appelle Martha Müller, ce qu'on appelle dans la littérature les dimensions clés, key dimension des méga événements sportifs. Il y a 4 dimensions clés, principalement. Là, comme vous avez bien remarqué, donc on a fait avancer d'abord le grand nombre de visiteurs, c'est-à-dire l'attractivité touristique. Puis, donc, on a parlé de portée médiatique, media security, qui est essentiel dans un événement planétaire. Et bien sûr, donc le nerf de la guerre, pardon, c'est le coût. Donc, le coût d'investissement, le coût de réalisation de ces méga projets. Et puis, donc, la répercussion, c'est-à-dire ce que produit ces méga événements. Donc, on parle plutôt de transformation urbaine. Et ces dimensions. On va revenir sur la transformation urbaine, etc. Je voudrais voir avec Éric Barger quelle est sa définition de méga événement sportif. Est-ce que vous partagez la même chose, Éric? Ah oui, je partage tout à fait le même point de vue. Hein. Ça dépend effectivement. Alors bien sûr, il y a différents critères. C'est toujours un petit peu ambigu. Tous les événements tous les organisateurs veulent apparaître comme étant dans les plus gros événements mondiaux. Donc, on peut prendre différents types de critères. Ça peut être le nombre de pays qui retransmettent l'événement, le nombre de téléspectateurs, le nombre de billets vendus. Bon, après, effectivement, on voit qu'il y a quand même des manifestations qui, de manière incontestable, quels que soient les critères, donc, sont des méga événements sportifs. Donc, comme elle les a cités, bien sûr, les Jeux olympiques d'été, d'hiver, les Coupes du monde de FIFA, Coupe du monde de rugby, etc. Donc, on a voilà, des événements qui sont indiscutablement des méga events ou hallmark events, comme on trouve dans la littérature. Alors, là, on est à quelques jours je dirais, de grands événements planétaires, les Jeux olympiques qui auront lieu à Paris à partir du 23 juillet jusqu'au 12 août. Concrètement, quel est l'impact de l'organisation de ces Jeux sur la ville de Paris et sur la France d'une façon générale? L'impact, je dirais, premier impact, c'est peut-être économique? Alors, il y a différents types d'impacts, hein, bien sûr, économiques, des impacts sociaux, des impacts environnementaux, des impacts médiatiques. Donc, qu'on arrive à mesurer donc avec différentes méthodes. Évidemment, on renvoie toujours à l'impact économique.
mais qui n'est qu'un des aspects finalement des grands événements sportifs et qui n'est pas forcément toujours l'aspect le plus important. Mais malgré tout, dans la littérature, c'est toujours cette approche par l'impact économique qui est privilégiée en premier ressort. Donc, alors, effectivement, c'est contesté parce que finalement, quand on organise un événement sportif, on pourrait considérer que le plus important, c'est plutôt les retombées sportives et sociales, c'est-à-dire l'utilité que la population peut en retirer. Et donc, là, on a d'autres méthodes qui sont plus appropriées que le calcul d'impact économique, notamment l'analyse coût-avantage, mais qui sont beaucoup moins répandues. Et pourquoi on fait beaucoup d'études d'impact économique? Parce que quasi systématiquement, on arrive à des retombées qui sont très conséquentes. Alors, Eric, on va rester un peu sur l'économique. On dit maintenant que organiser un grand événement sportif dans son pays est un gouffre financier. Ça demande beaucoup d'argent et il y a beaucoup de villes qui s'endettent pour organiser cet événement. Et il y a même la question qui se pose, est-ce que ça vaut le coup d'organiser des événements sportifs de cette envergure? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, effectivement, moi, je suis bien sûr partisan d'accueillir les grands événements sportifs. Par contre, ce qui est important, c'est de bien d'identifier les bons critères. Donc, sur le critère de l'impact économique, effectivement, donc, on va bien voir des retombées. Ces retombées ne sont pas toujours aussi importantes qu'on peut l'imaginer. Parce qu'on a souvent des cabinets d'études qui surestiment les retombées. Donc nous, c'est vrai qu'au Centre de droit et d'économie du sport, on a une méthodologie assez rigoureuse qui nous permet d'aller vraiment au plus juste. Alors après, bien sûr, il y a toujours une marge d'erreur, comme dans toute étude économique, mais d'aller au plus juste. Mais souvent, on voit que les retombées sont quand même plutôt surestimées. Donc il y a un ensemble de précautions à prendre pour que l'évaluation soit juste. Quand on fait tout ça, malgré tout, on s'aperçoit que les événements sportifs ont en général des retombées économiques importantes. Alors effectivement, pour savoir si il faut accueillir ou pas un événement sportif, il faut non seulement considérer ces retombées économiques, mais donc il faut aussi pouvoir comparer avec les coûts. Donc, puisque les coûts, eux, de toute façon, ils sont bien réels et ils sont plus aisément chiffrables. Donc, la question, c'est de savoir si effectivement les coûts, les bénéfices économiques justifient bien les coûts qui sont générés. C'est une question d'actualité. Désolé de vous interrompre, mais pour le cas, par exemple, des Jeux Olympiques à Paris, est-ce que vous avez une idée sur les coûts et combien ça va rapporter? Évidemment, ça fait un petit peu quelque chose de très financier, ce que je dis, mais juste pour avoir une idée. Et puis après, on va parler des autres impacts. Oui, alors effectivement, bon, mais les coûts, Paris, c'est vraiment l'actualité, Paris 2024. Donc les coûts, ils ont été chiffrés, donc on est aux alentours de 8 milliards d'euros, hein, donc avec 400 millions d'avantages sur l'organisation en elle-même et 3,3 milliards plus sur les travaux olympiques et les travaux de desserte. Donc, on est sur un format finalement assez resserré. Hein. Les coûts, alors, ça peut paraître pharaonique de mettre 8 milliards d'euros sur les Jeux Olympiques, mais si on compare avec les éditions antérieures, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très limité. Alors, il y a des jeux, vous avez raison, il y a des jeux qui ont coûté beaucoup plus cher que ça. Ah oui, beaucoup, beaucoup plus cher. Et surtout, il y a des jeux où les dépassements ont été énormes. Hein. Les Jeux Olympiques de Londres ont multiplié par plus de 2 le budget initial, alors que le budget de Paris a été maîtrisé. Alors, c'est pas que Paris est plus exemplaire que d'autres, c'est qu'on est passé au niveau de l'olympisme notamment à une nouvelle ère, où on essaie d'avoir des jeux qui soient plus compacts, qui soient quand même moins onéreux, et donc du même coup essayer d'éviter de dissuader des villes d'être candidates. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins de villes candidates, et donc c'est une volonté aussi du CIO d'aller sur une version des jeux qui coûte moins cher. Et donc effectivement, ensuite, quand on met en face les retombées économiques, notamment liées au tourisme qui est généré, évidemment, c'est plus intéressant de candidater à ce type de manifestations plutôt que si elles sont extrêmement onéreuses, comme on l'avait vu avec les Jeux Olympiques en Chine ou à Sochi pour les Jeux Olympiques d'hiver, où effectivement les dépenses étaient extrêmement élevées.
Alors, Eric, pour fermer cette parenthèse, j'ai envie de dire financière, donc les Jeux coûtent à Paris, les Jeux Olympiques de Paris coûtent environ 8 milliards d'euros. Est-ce qu'on a une estimation sur combien rapportent les Jeux pour la ville de Paris, par exemple, ou combien rapportent d'une façon générale? Oui, alors effectivement, on a estimé les retombées économiques des Jeux Olympiques de Paris. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle des études ex-ante parce que les Jeux ne sont pas encore passés, donc c'est des estimations, mais qui sont de plus en plus précises, hein. Ça a été fait vraiment de manière très méticuleuse. Et on a estimé que, donc, si on regarde la phase de préparation et de déroulement des Jeux Olympiques, on est sur environ 7 milliards et demi dans un scénario intermédiaire, jusqu'à 9 milliards sur un scénario un petit peu plus haut de retombées économiques. Mais si on ajoute les retombées liées à la phase d'héritage, c'est-à-dire les années jusqu'en 2034, là, on arrive à, en scénario moyen, à peu près 9 milliards de retombées économiques et en scénario haut, un peu plus de 11 milliards. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des retombées qui sont tout à fait conséquentes des Jeux Olympiques. Et ce qui est un petit peu étonnant, alors c'est différent pour les JO par rapport à d'autres manifestations, c'est que les dépenses d'organisation et de construction représentent une part très importante de l'impact économique. Alors que pour d'autres événements comme la Coupe du Monde de rugby, la Ryder Cup ou même l'Euro de football, on a plutôt une dominante des retombées touristiques, c'est-à-dire que c'est la venue des touristes qui génère le plus d'impact. Et pour des JO, ben, c'est quand même davantage les dépenses d'organisation et les travaux qui sont réalisés qui génèrent un impact plus conséquent. Est-ce que c'est dû au fait que pour les JO, il y a plusieurs sites de compétition, contrairement par exemple à la Coupe du Monde de rugby, où les sites sont très limités et puis ça se limite uniquement à des terrains de rugby? C'est-à-dire que pour des Coupes du Monde de football, de rugby ou la CAN ou l'Euro, on va utiliser la plupart du temps des stades qui sont déjà existants, même si parfois on va en construire un nouveau, mais globalement on va réaménager des stades existants. Donc on part toujours d'une base, donc ça fait que les dépenses vont être moins conséquentes en termes de travaux. Alors que pour des Jeux Olympiques, il y a quand même beaucoup d'aménagements à faire, de travaux à réaliser, le village olympique, etc. Et tout ça est quand même coûteux. Pour résumer, si j'ai bien compris, les Jeux Olympiques de Paris peuvent être bénéficiaires pour le pays à moyen et à long terme sur le plan financier? Alors tout à fait, d'un point de vue de l'impact économique, bon, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est très intéressant d'accueillir les Jeux Olympiques. Ensuite, non seulement il y a ça, mais il faut rajouter derrière les autres effets dont on a parlé au début, les effets sociaux, les effets environnementaux, puisqu'on va essayer de se baigner dans la Seine, ça ne vous a pas échappé. Je ne sais pas si on va finir par y arriver, parce que les intempéries… Apparemment, ça ne va pas se faire, parce que la Seine n'est pas encore prête. Voilà, donc bon, mais enfin, voilà, en tout cas, il y a des améliorations de nature environnementale. Oui. Il y a des enjeux aussi sportifs pour essayer d'encourager les jeunes Français, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, à pratiquer un sport. Donc, on voit que déjà sur le plan financier, c'est déjà intéressant. Donc, si on rajoute l'ensemble des autres effets que vont avoir les Jeux, c'est vrai que ça devient quand même très intéressant. Alors, justement, en parlant de l'aspect, je dirais, impact social, je pense, professeur Alain, toi aussi, tu travailles sur cette question. Socialement parlant, quel est l'impact d'un méga événement comme ça sur la société? Déjà, si on parle d'impact social, donc on se réfère déjà aux expériences passées. Bon, généralement, on remarque que le méga événement, donc, ça pourrait, donc j'utilise le conditionnel parce que ça pourrait aider à renforcer la cohésion sociale, ça pourrait être utilisé comme ciment fédérateur au sein du pays, donc ça pourrait aider aussi donc à changer la perception pays, puisque ça permet déjà donc, le rassemblement autour d'une seule cause. Donc ça consolide la fierté civique, le sentiment d'appartenance. Mais aussi, donc, c'est un projet, c'est un investissement qui permet un peu de rattraper des années de retard, donc, surtout donc, dans le champ social. On a des expériences, bon, en France aussi, donc on a des expériences avec la France qui organise, mais aussi la France qui gagne
Donc là, le fameux Black Blamber en Coupe du Monde 1998, 98. Donc c'est aussi donc un argument aujourd'hui, donc parce que vous avez posé la question pourquoi on organise. Donc ça fait partie des critères aujourd'hui, donc sur lesquels misent les décideurs et misent plus ou moins l'ensemble des parties prenantes. C'est aussi donc un moyen pour mettre à niveau le capital humain. Donc peut-être qu'on verra que ça devient de plus en plus important et de plus en plus considérable au niveau des pays en développement par rapport donc à l'expérience des pays développés. Parce que oui, là, on parle d'impact. Donc, il faut toujours faire la différence entre impact, entre héritage et effet de levier. Donc, ça dure dans le temps parce que ce savoir-faire de la population, de la jeunesse surtout, donc ça va durer dans le temps, ça va permettre de hausser le niveau de la population, ça va permettre de changer les mentalités et ça va s'impacter sur d'autres volets, notamment le volet environnemental, culturel, urbain, etc. Donc, je pense que c'est parmi aussi donc, les éléments, les facteurs intégrés dans les études d'impact aussi. Donc, c'est l'utilité sociale du méga événement sportif. Donc, à condition, bien sûr, donc, que ça soit étudié en amont, que ça découle d'une vision unifiée qui intègre l'ensemble des parties prenantes. Eric, est-ce que toi qui as travaillé sur plus précisément les Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a des particularités sur l'impact social en France? Alors, bon, l'impact social, pas vraiment. On a pas mal travaillé sur le côté impact environnemental. Bon, ça fait partie de dimension, on va dire, sociale, parce qu'il y a une dimension, on va dire, intergénérationnelle. C'est une transmission qui est faite aux populations. Donc, c'est vrai que Paris 2024, c'est une opportunité pour essayer d'améliorer donc les conditions de vie et la protection de l'environnement. Donc, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises autour de ça, notamment donc essayer de contribuer à protéger et développer la biodiversité au travers d'un ensemble de plantations qui ont été effectuées, par exemple. On a planté plus de 9000 arbres dans le cadre des Jeux Olympiques, essayer donc d'adapter la ville également au climat de 2050, puisqu'on est très soucieux des changements climatiques et du réchauffement climatique, qui est à la rigueur plus conséquent dans les pays tempérés et en France que parfois dans d'autres pays. Et également, donc, il y avait ces enjeux en termes d'eau, de nettoyage de la Seine, pour essayer de la rendre à terme, on va dire, baignable, donc retrouver un petit peu un certain nombre de valeurs et une qualité de vie qu'on avait pu parfois perdre du fait de nos modes de vie modernes qui nous ont amenés à négliger la dimension environnementale. Donc ça, c'est une dimension qui est de plus en plus importante autour des grands événements, même si on voit bien que c'est très hétérogène parce que, je ne donnerai pas d'exemple, vous savez très bien qu'il y a des grosses manifestations qui sont programmées aujourd'hui, qui ont été ou qui seront catastrophiques en termes d'environnement, où l'environnement, c'est le dernier élément qu'on prend en ligne de compte. Mais bon, quand même, je pense que les instances sportives internationales, notamment le CIO, sont de plus en plus soucieux des questions environnementales. Alors, Eric, franchement, moi, il y a une image qui me vient en tête. La France a connu plusieurs intempéries ces derniers temps. Quelle est la relation entre le fait d'organiser les Jeux Olympiques et l'amélioration de cet environnement par rapport à ces intempéries? Est-ce qu'il y a un lien? J'ai entendu implantation de milliers d'arbres. Comment ça impacte concrètement? Alors, évidemment, le lien, il n'est pas immédiat, il ne peut se faire que dans la durée. On a mis quand même un certain temps pour que les atteintes à l'environnement soient très, très importantes. Il va falloir du temps pour corriger la donne, mais donc, des grands événements, c'est l'occasion de sensibiliser la population et de mettre en place un certain nombre de programmes pour essayer de s'adapter au changement de l'environnement et au réchauffement climatique, et autant que possible d'essayer de le limiter aussi pour éviter d'aller vers une catastrophe, on va dire, au niveau mondial. Donc c'est en ce sens-là que ces mesures donc sont importantes. Elles marquent
les Jeux Olympiques, un événement sportif, c'est très médiatisé et donc c'est l'occasion de sensibiliser la population et de se lancer donc dans une nouvelle voie plus écologique. Après, je suis d'accord, il n'y a pas un lien immédiat entre les inondations qui ont lieu cette année et les Jeux Olympiques. On ne pourra pas d'une année sur l'autre, au travers d'un ensemble d'actions mis en place autour des Jeux, limiter les inondations dans les 5 prochaines années. Mais par contre, dans la durée, on peut essayer d'éviter que les villes, parce que c'est beaucoup les villes aussi qui se réchauffent, ne se réchauffent trop vite. Et donc, voilà, se lancer un petit peu dans une nouvelle voie, sachant que c'est compliqué, puisque c'est toujours un arbitrage qui se produit entre des enjeux économiques et puis des enjeux environnementaux qui peuvent être conciliables, mais qui sont parfois aussi, dans certains cas, contradictoires. Alors, on a parlé de méga événements, son impact financier, économique, on a parlé de son impact social, son impact environnemental. Moi, j'aimerais aborder avec vous 2 autres points. Le point de la sécurité, on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Comment aussi cet événement peut toucher la sécurité, comment on peut garantir aussi la sécurité des gens qui viennent, etc. Et puis enfin, on construit aussi des stades, on construit aussi je dirais des sites sportifs. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces sites? Est-ce que ça reste comme un héritage pour la société, pour la ville? Est-ce que c'est démonté après? On commence peut-être par la sécurité, un petit mot sur la sécurité peut-être? Ouais. Bon, déjà, je pense que dans le cadre des méga événements sportifs, avec tout ce qui se passe ces dernières années, les risques de terrorisme, etc., ça devient un peu l'un des challenges aujourd'hui de l'organisation, l'un des éléments qui font polémique. Comment effectivement gérer la sécurité, comment gérer les flux, ce flux énorme, donc surtout qu'il s'agit d'événements qui se déroulent plus ou moins dans la même ville. Et si on revient un peu au coût, c'est toujours donc une rubrique qui expose un peu les coûts, qui est plus ou moins difficile à maîtriser vu donc ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, donc les événements qui pourraient se passer. Donc c'est l'un des éléments aussi, les éléments clés, un challenge, un défi pour les organisateurs. Donc c'est comment gérer la sécurité au sein des méga événements sportifs. Là, donc, intervient la gestion des flux et les moyens aujourd'hui qu'on met donc pour faire donc c'est ce qu'on appelle le crowd management. On a l'expérience d'aujourd'hui, donc l'expérience Qatar 2022 qui a mobilisé aujourd'hui. Donc, si on allie un peu aux enjeux actuels et à l'actualité, donc qui ont utilisé un peu tout ce qui est intelligence artificielle, technologie pour effectivement gérer la sécurité, pour gérer les flux des supporters. Donc aujourd'hui, donc l'avancée de la technologie de l'intelligence artificielle permet de gérer la sécurité de plus en moins, de minimiser les risques afférents aux méga événements sportifs. Donc pour Paris, il y a une spécificité par rapport aux éditions précédentes des JO, c'est que Paris, donc son parti pris stratégique, c'est de ne pas construire de nouvelles infrastructures sportives qui vont se convertir par la suite à des éléphants blancs éventuellement. Donc, il a joué sur l'aspect touristique de la ville. Donc, c'est la ville des Lumières, donc qui est connue par ses sites historiques, le Champ de Mars, les Invalides, le Grand Palais, etc. Donc, c'est des sites dans lesquels on a installé des infrastructures éphémères donc, qui vont être démantelées par la suite et qui vont permettre en même temps de joindre l'utile à l'agréable, visiter donc plutôt assister à l'événement sportif et visiter les événements phares. Ça aussi, c'est un challenge parce que pour les Français, pour les autorités parisiennes, comment donc à la fois donc, gérer l'aspect touristique et sécuritaire relatif à l'événement. Oui, Eric? Oui, c'est très important pour Paris, puisque Paris, quand même, effectivement, c'est un nouveau format avec, vous avez vu, des jeux qui se veulent plus ouverts sur la ville, avec une cérémonie d'ouverture qui ne se passera pas dans un stade, mais qui va se passer sur la scène. Donc, on a pris des risques parce que derrière ces risques, effectivement, il y a des effets d'image, il y a des retombées médiatiques. Et c'est vrai que c'est un des aspects les plus importants des jeux, c'est quand même la dimension médiatique et la réputation de la ville. Donc, alors, on prend des risques, donc il faut espérer qu'ils seront gagnants. C'est-à-dire que si tout se passe bien,
effectivement, ça aurait été quelque chose de formidable avec un nouveau format pour les Jeux. Par contre, effectivement, en cas de problème, là, ça peut être aussi assez catastrophique et montrer l'incapacité d'un pays à gérer la sécurité d'un grand événement, même si c'est vrai que la France a plus trop de preuves à faire en ce domaine, hein, puisqu'on a quand même un savoir-faire, mais il suffit d'une fois sur une grosse manifestation comme ça pour effectivement entacher la réputation du pays. Donc, ça va être, il y a des enjeux qui sont colossaux. Donc, du coup, effectivement, il y a des coûts très importants qui sont engagés avec de la sécurité privée et puis tout un dispositif évidemment public qui est mis en place. Mais c'est justifié par ces enjeux en termes de capital de réputation et d'image pour la ville. Alors, en termes de sécurité, juste un truc, moi, qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une synergie et donc le Maroc participe avec la France pour la sécurité des Jeux et je trouve ça formidable de dire, bon, voilà, la sécurité, c'est pas, je dirais, une question d'un pays ou d'une personne, mais ça nous concerne tous et créer des synergies comme ça me semble très intéressant. Et alors, parlons un peu de l'héritage. C'est vrai que j'entends Alain qui dit, bon, on va se servir des monuments historiques de Paris pour faire des sites sportifs éphémères, mais il va quand même rester quelque chose en termes d'infrastructures sportives pour la ville et pour la jeunesse qui vient après. Eric, tu as une idée par rapport à cette question d'héritage? Ah oui, donc il va y avoir effectivement un héritage avec notamment le village olympique qui est réparti sur 3 communes, alors qui va dans un premier temps effectivement abriter les athlètes, pratiquement 15 000 athlètes et les staffs qui vont être hébergés dans ce village. Mais ensuite donc, eh bien, ça va être l'occasion de léguer beaucoup d'équipements sur le territoire avec 70 terrains de football, avec donc 2800 nouveaux logements, avec des résidences étudiantes, hôtels, etc. Donc il y a 2 groupes scolaires, enfin il y a tout un tas d'équipements publics dont on a besoin qui vont être légués aux Parisiens pour les prochaines années. Donc les enjeux maintenant, c'est vrai qu'autour des grands événements, c'est de penser à l'avance cet héritage, ce qui va rester après, et cette reconversion d'équipements qui sont des équipements parfois temporaires ou qui vont être reconvertis après les événements sportifs pour être mis au service de la population. On cherche de plus en plus à éviter les éléphants blancs, les dépenses qui sont des dépenses à long terme qu'on pourra considérer comme du gaspillage puisque ça consiste en des équipements qu'on ne réutilisera pas. Et donc, les enjeux aujourd'hui sont vraiment autour de cet enjeu, éviter les éléphants blancs, faire en sorte que les dépenses qu'on fait, les équipements qu'on construit seront bien utiles à la population dans les années qui viennent. Merci Eric. Alain, un complément d'information? Oui, je reviens au point donc, de la vision par rapport aux héritages, qui est essentiel, qui devrait intégrer l'ensemble des parties prenantes. Toutefois, il est toujours difficile de faire plaisir à toutes les parties prenantes. Donc, l'expérience des JO a montré qu'il n'y a pas toujours des héritages positifs, des fois intentionnellement. Là, on parle du village olympique, on sait tous donc la polémique aujourd'hui qui est sur la plaine de Saint-Denis, dans la commune de Saint-Ouen, donc par rapport chez des habitants, chez pas mal d'activistes, qui parlent des effets un peu de la construction de ce village olympique au niveau de ces 3 communes, notamment au niveau de l'Île-de-France, qui considèrent que ça va causer un peu, donc ça va impacter le coût de vie donc, au niveau de la région, et on se réfère à des expériences passées, notamment celle des JO de l'an 2012. Donc, et c'est un phénomène qui est lié aux méga événements sportifs, c'est ce qu'on appelle gentrification ou bien gentrification, c'est le déplacement de la population qui auparavant, par exemple le cas des JO de Londres, donc c'était le quartier industriel de Londres, et bien sûr la construction donc du village olympique un peu a haussé un peu le niveau de vie au niveau de la région, ce qui a poussé la population donc à déserter, si on se permet de le dire, cette région.
Donc, il y a des effets qui sont intentionnels. Donc, l'héritage n'est pas perçu, il n'est pas, si vous voulez, donc, consommé de la même façon chez les parties prenantes. Donc, il y a ceux qui les impactent positivement, il y a ceux qui les impactent négativement. Et c'est là où intervient le rôle de la vision. Donc, malheureusement, on ne pourrait pas vraiment avoir, donc, comme j'ai dit, donc, des héritages positifs à 100%. Il y a toujours, comme j'ai dit, peut-être des fois intentionnellement, on crée des héritages négatifs. Donc, et là, je pense, avec l'expérience Paris, on verra ce qui va se passer, surtout donc avec le village olympique. Bien sûr, il y a d'autres aspects qui sont positifs, notamment l'impact sur la jeunesse, avec cet effet inspirationnel de ces athlètes, de ces champions qui sont là, de ces infrastructures qu'on va léguer. Donc, on a construit un parc aquatique au niveau de Saint-Denis, à côté du Stade de France. Je pense que ça va permettre davantage à la population française, à cette région, de produire des champions. Donc, et ça va aller du champ social, peut-être à impacter dans l'avenir le volet économique avec donc, des champions qui vont aller vers le haut niveau. Donc, il y a plusieurs enjeux à prendre en considération, plusieurs facteurs à prendre en considération quand on parle d'héritage. Alors, il y a quand même, oui, oui, pour ce qui est du village olympique, ça dépend du regard qu'on porte. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire qu'il y a certaines populations qui vont se trouver peut-être déplacées, etc. Il faut quand même savoir qu'on est sur un territoire où on a besoin d'introduire davantage de mixité sociale. Oui. Donc, après, à un moment donné, ça dépend du regard qu'on porte. On peut dire effectivement, on va faire partir des populations peut-être moins aisées qui vont devoir déménager, mais en même temps, on va introduire peut-être des classes moyennes sur ce territoire et arriver à créer une mixité sociale qui manque cruellement dans la Seine-Saint-Denis. Donc, après, c'est un regard qui est porté, qui peut être porté par des activistes ou par certains partis politiques. Voilà, ça dépend effectivement de comment on voit l'avenir et si on veut aller vers plus de mixité ou si au contraire on veut laisser plutôt les populations telles qu'elles sont aujourd'hui avec les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Eric, tu es en train de dire que peut-être que les Jeux olympiques, le village olympique va redorer un petit peu l'image de cette ville Saint-Denis qui n'a pas une super image au niveau national. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, ça va participer d'améliorer l'image de la Seine-Saint-Denis et puis de participer. Alors, il n'y a pas un coup de baguette magique, hein, mais c'est des éléments d'amélioration que peuvent introduire les Jeux en permettant de mixer, de mélanger davantage des populations et éviter qu'il y ait trop d'exclusion qui puissent exister sur ces territoires. Eric, tu es professeur, chercheur universitaire. Tu as travaillé, il me semble, sur une méthodologie pour mesurer l'impact des grands événements sur le pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette méthodologie? Alors, oui, tout à fait. Donc, la méthodologie, alors c'est des choses assez classiques. Hein, on essaie de mesurer l'enrichissement économique qui va s'effectuer sur un territoire suite à l'événement sportif, donc aux Jeux Olympiques par exemple. Donc, on va regarder quel est l'argent qui va affluer sur le territoire du fait de dépenses de construction, du fait de l'arrivée de touristes, etc. On va voir l'argent qui, au contraire, va sortir du territoire parce qu'il va falloir peut-être faire travailler des entreprises extérieures. On n'a pas peut-être toujours le savoir-faire sur le territoire, etc. Et à partir de là, on pourra faire le bilan des deux et appliquer ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur, puisque quand il y a de l'argent supplémentaire qui arrive sur un territoire, il va avoir tendance à passer de poche en poche, il ne va pas rester inerte, et donc c'est ce qu'on appellera le multiplicateur. Donc ça, c'est le modèle de base, mais effectivement, ça demande quand même d'être un petit peu sophistiqué parce que il se produit, je voulais insister là-dessus, il peut se produire, alors il y a un effet qu'on appelle de substitution, c'est-à-dire que les dépenses des habitants ou des collectivités d'un territoire hôte, d'un événement, eh bien, les dépenses de ces agents économiques ne peuvent pas être considérées comme de l'impact économique, puisque de toute manière, ils auraient été dépensés localement, ces dépenses. C'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Et il y a un autre effet qui est très important à évoquer, on est en train d'en parler beaucoup autour de Paris 2024, c'est l'effet d'éviction. C'est-à-dire que
vous attirez des populations de touristes, on va dire sportifs, entre guillemets, qui viennent des fans, hein, et des VIP, des officiels. Mais de notre côté aussi, vous avez des touristes classiques qui vont renoncer à venir ou qui vont déplacer leur venue. C'est très important parce que j'écoutais des émissions là, ces 2 dernières journées. Les hôtels parisiens avaient parfois multiplié leur prix par 2 ou par 3, voulant bénéficier de l'aubaine des Jeux Olympiques. Ouais. Ils se sont aperçus qu'au lieu d'avoir une augmentation, au lieu d'avoir un taux de fréquentation de 80% comme l'année dernière, ils se retrouvaient avec un taux de fréquentation de 60%. Exactement. Ils sont en train de revoir leur politique à la baisse. Donc, alors, c'est dû à quoi, ça, Eric? C'est dû à quoi? Ah ben, c'est dû au fait que, d'une part, les touristes sportifs ont peut-être souhaité s'héberger en dehors de Paris où ça coûte moins cher, puisqu'il est facile d'accéder à Paris. On a un réseau de transport ferroviaire qui est organisé en étoile autour de Paris. Donc, vous pouvez être à 200 km de Paris, mais pouvoir y arriver en 1 heure. Hein. Et d'autre part, effectivement, il y a des touristes classiques qui ont sans doute renoncé à venir à Paris, redoutant la trop forte fréquentation de la capitale et peut-être effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les questions de sécurité aussi qu'on a beaucoup mis en avant, y compris dans les médias français, qui peuvent inquiéter des touristes qui sont plus à vocation culturelle ou autre. Eric, cette méthode que tu as développée, elle est valable que pour les Jeux Olympiques Paris ou est-ce qu'elle peut être, je dirais, adaptée à d'autres événements, d'autres méga événements sportifs? Voilà. C'est une méthode que j'ai développée initialement dans le cadre de ma thèse, qui a été reprise ensuite beaucoup par le Centre de droit et d'économie du sport sur un ensemble de manifestations sportives. Donc, alors moi, je l'avais appliqué, par exemple, au final du top 14 de rugby, aux Jeux équestres mondiaux, qui sont les Jeux olympiques du cheval, qu'on a accueillis en 2014 en Normandie. Le CDES l'a appliqué aussi à l'Euro de football 2016, à la Rivers Cup de golf 2018, ou donc également aux Jeux olympiques de 2024. Donc voilà, c'est une méthode qui a été ensuite améliorée par le Centre de droit et d'économie du sport progressivement au fil des études pour arriver à quelque chose aujourd'hui qui me semble très performant. Et avec cette idée qu'il va bien falloir tendre progressivement vers une harmonisation des méthodes pour mesurer l'impact afin qu'on puisse comparer les retombées de différents événements, ce qui n'est pas vraiment possible à l'heure actuelle, puisque les cabinets d'études qui travaillent sur le sujet n'ont pas toujours les mêmes méthodes, ce qui pose vraiment des difficultés. Alors, en parlant de méthodes, méga événements, moi, ça me fait penser aussi à la Coupe du Monde qui va être organisée entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Avec nous, Alain, qui travaille certainement sur cette question. Alain, qu'en est-il de la Coupe du Monde qui va être organisée au Maroc? Est-ce que aussi on a des méthodes? Quel impact sur la société, sur l'économie, sur l'environnement? Pour parler de la Coupe du Monde, là, on parle de la Coupe du Monde qui va être organisée au Maroc, bien sûr, conjointement avec l'Espagne. En 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal, là, on parle de la spécificité d'organiser dans des pays en développement. Si on parle de 4 dimensions clés pour les méga événements en général, on pourrait rajouter plusieurs autres dimensions qui sont spécifiques donc aux caractéristiques des pays en développement, aux caractéristiques du Maroc, notamment. Donc, on est un pays bon, on se pose tous la question d'où on va ramener l'argent pour construire tous ces projets, tous ces investissements, des questions politiques, des questions donc relatives au pouvoir sportif, des questions aussi donc principales, c'est la dimension humaine qui est très importante. Parce que je reviens toujours encore une fois, pourquoi organiser? Là, on se pose la question, est-ce qu'on organise des hôpitaux? Est-ce que plutôt on investit dans des hôpitaux? Est-ce qu'on investit dans des écoles? Ou bien dans des stades? Peut-être là que, donc, en étudiant la question, donc je pense que c'est un événement qui va permettre d'accélérer ce projet de développement qu'on a au pays. On va gagner des années de lumière en termes de développement parce que on a beaucoup attendu cet événement. Peut-être qu'il y a une raison derrière. Donc, ça remonte en 1988, la première candidature. Donc, on est à la 6e, donc, qui est la bonne. Par rapport aux effets attendus, moi, je suis plus sur l'amélioration du bien-être qui pourrait arriver donc à
impacter les inégalités qui sont la principale caractéristique, les inégalités du bien-être qui sont la principale caractéristique des pays en développement. Donc, en plus donc, de cet aspect de candidature, plutôt d'organisation conjointe avec l'Espagne, avec le Portugal, c'est-à-dire avec des pays du continent européen. Donc, ça a une autre dimension qui est la dimension soft power, la dimension géopolitique, qui va consolider et confirmer le rôle du Maroc comme locomotive de l'Afrique. Donc et avant on parlait de cette métaphore de pont entre les cultures, etc. Peut-être aujourd'hui que cette métaphore et cette illustration serait donc réelle, avec le pont qui va lier l'Afrique à l'Europe, tout cela grâce à un événement sportif, grâce à une Coupe du Monde. Par la suite, donc, on a parlé d'un certain nombre d'effets d'héritage. Tout cela donc, serait de plus en plus palpable au niveau du Maroc par rapport à un pays développé qui a plus ou moins qui a tout. Donc, le Maroc, donc, on a plus ou moins tout à reconstruire, que ça soit du volet infrastructurel, que ce soit de la mise à niveau du capital humain, parce qu'on se rappelle que donc, le Maroc c'est un pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de richesse vraiment donc, comme les autres pays développés, mais qui a une richesse qui est son capital immatériel, qui est la jeunesse. Donc, on avait mesuré ça à 70% du capital du Maroc, qui est un capital immatériel. Peut-être si on s'investit, donc je pense qu'on va s'investir là-dedans, ça va permettre effectivement au Maroc d'arriver au développement souhaité et d'accélérer davantage son développement. Après, bon, il est un peu, pour moi, prémédité de parler d'impact parce que aujourd'hui, on n'a pas encore vu le budbook. Donc, peut-être qu'on va connaître davantage par rapport à tout ce que le Maroc prépare. On sait plus ou moins tout ce qui a été lancé, la réhabilitation des stades, la construction de nouveaux stades, les réseaux de transport en commun, etc., les RER, etc. Donc, mais avec le budbook, on saura davantage par rapport donc à ce que prépare le Maroc à cet événement, à cet exercice de 2030. Eric, la curiosité du professeur-chercheur par rapport à un méga événement dans un pays en voie de développement, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, pardon. Effectivement, je pense que les enjeux, ça va être c'est beaucoup les politiques d'accompagnement en fait qui sont importantes. Ce qu'il ne faut surtout pas considérer, c'est qu'on accueille un événement sportif et que automatiquement, par magie, ça va générer tout un tas d'effets positifs. Il faut concevoir les politiques d'accompagnement qui vont avec, que ce soit en termes d'accompagnement de la pratique, de dotation en infrastructure, etc., et faire les bons choix pour que bien ce qui est financé soit au service de la population pour les prochaines années. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est important toujours, c'est peut-être encore plus important dans des pays en voie de développement où il y a des priorités aussi en termes éducatifs, sanitaires, de santé, etc. Bon, on les a partout, mais peut-être encore plus parfois dans des pays en voie de développement. On avait vu comme ça avait bougé quand même au Brésil, hein, où la population avait contesté à un moment donné, alors qu'ils sont quand même très fans de football. Ils avaient quand même contesté l'organisation de la Coupe du Monde parce que ce qui avait été fait n'était pas suffisamment au service de la population. C'était vraiment des dépenses qui étaient exclusives pour la Coupe du Monde ou pour les Jeux dont on ne voyait pas bien l'usage ensuite. On a eu le problème aussi en Afrique du Sud avec les stades. Donc ça, c'est vraiment crucial. Le deuxième point, en termes d'impact économique en tant que tel, pour générer de l'impact économique, je pense que l'enjeu, ça va être, il va falloir arriver à attirer de l'argent dans l'extérieur, donc attirer des touristes, attirer de l'investissement. Il va falloir essayer de dépenser autant que possible au niveau national marocain. C'est dans ces conditions-là qu'on pourra générer et conserver de l'impact économique. Parce qu'effectivement… Excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Quand tu dis qu'il faut dépenser au niveau national marocain, concrètement, tu veux dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que si vous dépensez de l'argent pour construire des équipements, etc., mais si pour construire ces équipements, vous faites travailler des sociétés étrangères, eh bien, l'argent, en fait, il va partir du Maroc et il va aller dans des pays étrangers. Et donc, l'impact économique, il y aura un effet de débordement, en fait. Et ce qui va rester au Maroc sera beaucoup moins conséquent. Donc, l'impact économique va dépendre de la capacité d'une région ou d'un pays
à capter cet impact économique, c'est-à-dire à fournir les prestations qui sont nécessaires en termes de services, mais aussi et en termes de construction, etc. Et voilà, ça, je pense que c'est un enjeu qui est considérable. Si Paris 2024 a un impact économique, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, une grosse partie de l'argent arrivera de l'extérieur par les financements et l'essentiel des dépenses va être faite en Île-de-France et en France. D'ailleurs, j'ai vu certaines statistiques que tu as partagées avec nous, où pratiquement 80% des dépenses sont effectuées en Île-de-France. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc ça, c'est primordial. On se retrouve avec 75% des dépenses du comité organisateur qui sont faites en Île-de-France et 76% des dépenses en infrastructure. Donc effectivement, Hassan, c'est exactement ça. Les trois quarts des dépenses sont faits dans la région d'accueil. Donc c'est l'opportunité de générer de l'impact. J'avais fait une étude avec un collègue sur le tournoi de tennis de Moselle. C'est un grand tournoi de tennis professionnel en France. On s'était retrouvé avec l'essentiel des dépenses qui ne profitaient pas au département où était organisé le tournoi et l'impact économique avait été minime au bout du compte. Donc, voilà, il y a sans doute des mesures à prendre, il y a une certaine vision à avoir, à mon avis, de l'organisation au regard même des enjeux d'impact économique. Je pense qu'on est au Maroc, aujourd'hui, donc je pense qu'on est dans le même sens, parce que si on voit déjà les chantiers qui ont été lancés, on sait que le Maroc c'est un chantier à ciel ouvert, notamment les six vilotes proposés par le pays. La majorité aujourd'hui des projets lancés, c'est des sociétés marocaines, que ce soit pour la réhabilitation du stade de Tanger, de Fès, de Marrakech, les autoroutes, les projets lancés par l'Office national de chemin de fer par rapport à la réalisation des nouvelles gares, RER, etc. Donc, c'est des sociétés marocaines. Je pense qu'on est conscient de ça au Maroc, comme a dit Eric, de dépenser au Maroc au lieu de ramener des sociétés étrangères. Donc, bien sûr, il y a des éléments sur lesquels on doit faire appel à l'expertise étrangère, notamment les grands stades de Beslimen, de Casablanca, le futur stade Hassan II. Bien sûr, on s'est allié à des cabinets étrangers, bien sûr, parce qu'on a besoin de cette expertise. On n'a pas l'expérience mondiale n'a pas encore réalisé un stade à 115 000 spectateurs. C'est normal qu'on fait appel à des expertises étrangères. Mais pour la majorité aujourd'hui des travaux, les CHU, aujourd'hui, le CHU de Rabat, etc., c'est des sociétés donc, marocaines qui sont en train, donc qui ont accumulé de l'expertise et aujourd'hui qui s'occupent de l'ensemble des investissements aujourd'hui, une grande partie des investissements lancés dans le cadre de la préparation pour la Coupe d'Afrique 2025 et infini, donc l'objectif c'est être prêt pour 2030. Enfin, je conclus que l'important, c'est que la majorité des dépenses doivent être faites localement pour justement créer cette richesse qu'apporte un événement, un méga événement sportif. Enfin, pour résumer, un méga événement sportif peut être très positif pour le pays organisateur, pour la ville organisatrice, mais à condition d'évaluer ou d'étudier cet impact. Et pour ça, il y a des méthodes telles que la méthode développée par Eric, des méthodes pour mesurer et pour aussi cibler les investissements pour que ce soit rentable ou si ce n'est pas rentable, pour que ça ne soit pas un gouffre financier aussi social pour le pays organisateur. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je voudrais vous remercier, mais avant, est-ce que vous avez, Eric, Alain, un mot de conclusion? Le mot de conclusion, non. Je souhaite toute la réussite possible au Maroc dans ses projets de Cannes 2025 et de Coupe du Monde 2030. Alors, Eric, je sais que vous travaillez ensemble avec Alain. Est-ce que justement sur cette question de la Coupe du Monde au Maroc en 2030, la Coupe d'Afrique en 2025, est-ce que vous échangez, est-ce que vous travaillez ensemble? On a commencé à échanger. On n'a pas encore vraiment travaillé sur le sujet parce que c'était sans doute trop tôt pour le faire. Il y a trop d'incertitudes pour pouvoir commencer à collecter, traiter de la donnée. Mais effectivement, le Centre de droit d'économie du sport est disponible pour apporter son savoir-faire. Voilà, ses limites aussi, bien sûr, mais son savoir-faire, s'il y a moyen de collaborer pour ces grands événements auxquels le Maroc a la chance
enfin, que le Maroc a la chance d'accueillir dans les prochaines années. Merci Eric. Alain, un mot de conclusion? Déjà, je vous remercie par rapport donc, à cette initiative et ce débat très intéressant donc, à l'approche des JO. Et déjà, je souhaite une bonne chance pour la délégation marocaine qui se dirige à Paris pour représenter notre pays. Peut-être que ce soit une édition exceptionnelle en termes de nombre de médailles, je l'espère. Donc, je vous souhaite très bon courage, d'une part. Donc, par rapport donc, aux travaux futurs, donc, comme vous savez, on vient de lancer l'Observatoire marocain panafricain des communes du sport, qui se veut donc une antenne aujourd'hui qui espère donc accompagner le pays dans toutes ces questions d'études d'impact, d'aider en termes de réalisation des politiques, parce que l'un des clés de succès d'une Coupe du Monde, bien des Jeux Olympiques, bien d'un méga événement sportif en général, c'est d'avoir, comme a dit Eric, comme on a déjà dit, c'est d'avoir des politiques d'accompagnement, de politiques publiques nécessaires. Donc, c'est ce qui va plus ou moins aider à garantir le succès de l'édition et à atteindre les impacts recherchés. Et donc, avec l'Observatoire, avec l'ANPES ou bien le C2S, donc on est prêt donc bien sûr, on est à disposition du pays donc, pour mener des études qui pourraient accompagner et aider donc, les décideurs publics donc, pour arriver donc, à bon port, bien sûr. Et je vous remercie encore une fois. Merci à vous, Alain Amrani. Merci beaucoup, professeur. Merci, Eric Pargé, professeur aussi universitaire. Merci à vous d'avoir accepté d'échanger sur cette question. Merci. J'espère que les personnes qui nous suivent ont eu des réponses à leurs questions et ont appris beaucoup de choses avec, je dirais, cette visioconférence consacrée à l'impact économique, social, environnemental de l'organisation des méga événements sportifs sur notre société. Merci, à très bientôt.